Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatoussenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Dans mon premier épisode avec Cécile Lochard, nous avons parlé de son parcours où l'on voit clairement le fil rouge de la sustainability et de l'engagement qu'elle poursuit aujourd'hui chez Guerlain. Et de comment le groupe LVMH a été précurseur depuis 30 ans sur les questions environnementales. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans les coulisses de Guerlain sur les questions de développement durable qui ont démarré sous Laurent Boileau et qui s'accélèrent très nettement sous Véronique Courtois. Nous allons donc parler de la campagne Nerolia avec Yann Arthus-Bertrand, totalement inédite, tout comme des hot news sur les abeilles. À vos écouteurs pour entendre la trépidante Cécile Lochard qui adore partager les innovations de Guerlain. Allons voir de plus près le développement durable donc chez Guerlain. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit absolument rappeler que Guerlain a commencé il y a 15 ans. À l'époque, le credo de Sandrine Sommer était la qualité d'un produit dépend de son écosystème. Aujourd'hui, quel est ton credo ? Mon credo, c'est celui que tous nos produits nouveaux, notamment toutes nos innovations, puisque tu sais, on a un portefeuille et on le fait revivre, tout nouveau produit chez Guerlain doit incarner notre démarche de durabilité. Il ne faut plus que le développement durable soit en silo. Il faut accélérer. Il faut accélérer surtout. Il faut qu'il fasse partie du développement lui-même, du produit. Exactement, c'est intégré. Alors, c'est beaucoup moins peut-être plaisant à entendre que la tagline qui était celle de ma prédécesseuse. Mais pour moi, systématiser le développement durable chez Guerlain, c'est absolument nodal, capital. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, si tu veux, le process innovation, il est intrinsèquement soumis à la trajectoire qui est la nôtre en matière d'éco-packaging et en matière d'éco-formulation, de transparence, de sourcing durable. Et aussi aujourd'hui, et ça c'est un sujet nouveau, mais c'est de communication durable également, puisqu'il faut accorder ces violons et s'aligner. On fait de très beaux produits, on pousse l'asymptote très loin en matière de durabilité sur ces produits, mais il faut aussi par ailleurs que quand on, par exemple, communique, que nos campagnes de communication, ça c'est le nouveau challenge, soient également les moins impactantes possibles. Tu as travaillé en fait 4 ans auprès de Laurent Boileau. Que retiendras-tu de son approche justement sur le sujet ? Parce qu'il faut souligner qu'il est aujourd'hui à la tête de la maison NC, où il poursuit un programme de reforestation de grande ampleur. Eh bien, je dirais que Laurent Boileau a eu une vision avant énormément d'autres présidents de marques de luxe, de maisons de luxe. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est ça. Et avoir un président visionnaire, c'est passionnant de travailler à ses côtés. L'éventail du possible est large. Après, avec une femme comme Véronique Courtois, oui, tout à fait. C'est aussi accélérer complètement, systématiser, voilà, passer le développement durable, je trouve aussi dans une autre dimension. Il paraît évident que la nature inspire Guerlain depuis 1828. C'est donc une évidence de la protéger, tout comme l'abeille placée au cœur de la raison d'être de la maison Guerlain. Alors, juste avant de passer sur les abeilles, on va refaire un petit tour chez Aqua Allegoria. Donc, parle-nous peut-être plus de la campagne qui s'inscrit donc dans cette démarche plus vaste, puisque tu as largement parlé de Nerolia vétiver, à moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à tout à l'heure sur l'éco-conception du flacon.
Non, je crois que je t'ai dit, en fait, les plus grands fondements, encore une fois, c'est le verre recyclé et c'est la rechargeabilité et c'est le fait qu'aujourd'hui, tous les éléments et les Mhm, composants sont dévissables et donc recyclables. C'est très important de penser un mhm. flacon dans la globalité de son cycle de vie. Maintenant, effectivement, la campagne, nous, on estime qu'elle est disruptive et engagée, signée par Yann. Déjà, elle est disruptive parce que c'est la première fois qu'il accepte, comme je le disais, Oui, de prêter sa caméra, son appareil photo à une marque et une campagne de publicité. oui. Et il signe, il aime à le dire, qu'il signe lui-même une création cinématographique engagée. Pourquoi? Parce que Yann a été absolument très clair et drastique. Il a dit, moi, je ne prends plus l'avion. Et cette campagne, vous avez, vous, dans le luxe, peut-être l'habitude d'aller chercher la plus jolie lumière aux confins du monde, puisque souvent les campagnes, Oui, tu sais. c'est tout à fait vrai, hein, ce qu'il dit. Oui, mais il a raison. Avec des équipes, tu connais une équipe de production, enfin pour ceux qui ne connaissent pas une équipe de production, c'est dense. Oui, Hein. Il y a les photographes, les caméramans, il y a les catering, il y a les mannequins, il y a les directions artistiques, il y a les directions marketing. Donc voilà, c'est beaucoup de monde qui voyage loin. Et donc, afin de limiter l'empreinte carbone de cette réalisation, Yann a décrété personne n'ira autre part qu'en France. d'accord. Et par ailleurs, donc, le tout a été tourné en France, une partie dans les Cévennes, l'autre en Provence, dans un champ d'iris. Mhm. Dans les Cévennes, le maire du village nous a demandé de ne pas citer le lieu de cette superbe cascade pour ne pas attirer trop de touristes. Donc, je ne citerai Oui. pas le lieu. Non, Alors, mais c'est légitime, on comprendra. tu sais, je trouve que je le comprends. Et voilà, j'espère que c'est. Puis en même temps, c'est garder une part de mystère, donc c'est très bien. Mais oui, voilà, donc j'espère que l'audience qui découvrira cette campagne Aqua-Allegoria appréciera. Et donc, dans les Cévennes, en l'occurrence, c'est les images de la très belle barque qui est remplie de fleurs. Et alors, Yann avait bien entendu exigé que les fleurs soient des fleurs labellisées Slow Flowers. C'est quoi la Slow Flowers? Et tu sais à quel point les fleurs dans les Aqua-Allegoria, ça a de l'importance, certes, puisque ce sont des plantes à parfum, la plupart sont des fleurs. Et par ailleurs, parce que c'est partie d'iconographie aussi d'Aqua-Allegoria et de l'inspiration. Eh bien, ces fleurs, elles sont locales et de saison. Voilà, plus respectueuses finalement des rythmes du vivant. Et Yann a recyclé des images de la très belle iconographie existante de ces films La Terre vue du ciel, Oui. qui apparaissent donc dans la campagne. Et quant aux nouvelles images, j'ai cité l'approche locale en France, mais elles ont été aussi réalisées dans le plus simple appareil, très peu de spots, de l'éclat et de la lumière naturelle. Oui. Et les mannequins ont voyagé en train, figure-toi, et les équipes également. Ce qui fait qu'on aboutit à une campagne très, très, très peu dépensière de CO2. Alors, Oui. comme ça parle rarement aux plus initiés, parfois aux plus jeunes qui ont l'habitude tu sais, d'aller surfer sur les calculateurs d'empreinte carbone. Mais quand tu fais un Paris-New York et Paris-New York-Paris, donc l'aller-retour, tu consommes déjà 2 tonnes de CO2. Oui. Eh bien, une seule personne, dans un long courrier. Je ne parle pas d'un jet. D'accord, oui. Bon, là, en l'occurrence, nos équipes ne prennent jamais de jet, je te rassure. Mais cette campagne n'a consommé que 10 tonnes d'émissions de CO2. Et tu calcules aussi la nourriture de tes Mhm. équipes. Quand je te parlais de la cinquantaine de personnes, bon, on était plus réduit, c'est un peu plus réduit. Mais Yann les a tous mis à, à des déjeuners bio et locaux et véganes. D'accord. Ce qui me convient bien. Et tu sais, ça m'a inspiré moi aussi pour créer ce qu'on appelle un guideline. En fait, c'est un guide en interne aussi que j'ai proposé d'envoyer à tous les pays en disant, écoutez, on va aussi s'appliquer la même règle pour tous les futurs événements de Guerlain. Mhm. Et je ne pense pas que les journalistes, je ne pense pas que les clients pour lesquels on organise des événements se sentent offensés, même s'ils sont de grands carnivores, d'assister à un événement Guerlain qui soit végétarien. Hein. Bah, tu sais, comme on dit en anglais, hein, charity starts at home. Donc, charité Exactement. ordonnée commence par soi-même. Exactement. Donc, bravo. Alors,
Cette campagne, elle va commencer quand? Le 1er mars. Ok. En France. Ensuite, tu sais, dans le monde, elle est déclinée avec un petit peu de... Enfin, il y a des séquences. Mais 1er mars en France. Alors, maintenant, allons voir les chères abeilles de Guerlain. Donc, protéger les abeilles était une évidence pour Guerlain. Donc, rappelons qu'elle est l'emblème tout de même du flacon depuis 1835. 1853. Ah, pardon, 1853. Ouais, Ok. c'est pas grave, tu as juste échangé le 3 et le 5. Oui. Alors, quelques mots sur cet emblème. Comment est-il arrivé? Alors, il est arrivé, et je sais que tu es une férue d'histoire, il est arrivé par l'impératrice Eugénie à la faveur de son mariage avec Napoléon III. Et comme tu le sais, l'abeille, c'était l'emblème impérial. Donc, de façon naturelle, elle est venue se poser sur notre flacon aux abeilles qui a été, et l'autre colonie impériale qui a été créée à l'occasion du mariage. Et depuis, elle n'a cessé d'orner nos créations, d'inspirer nos créations, et depuis 15 ans, de représenter et d'être le fil rouge de notre engagement développement durable. Tout à fait. En fait, elle aurait pu repartir. Tu sais un peu pourquoi elle est restée? Oh ben, écoute, parce que tu n'es pas sans savoir que toute la symbolique de l'abeille est absolument remarquable. Mais l'abeille, enfin, Mais à l'époque, Guerlain n'en avait pas conscience. moi, si, parce que tu sais, si l'empereur avait choisi l'abeille comme emblème, d'ailleurs, il avait eu, tu sais, c'était Bonaparte qui avait eu le choix, je crois me souvenir, sans dire de bêtises, entre finalement le lion ou l'aigle. Donc, bon, l'aigle a été réutilisé, enfin, on sait son histoire, mais. Absolument. Et il a choisi l'abeille au motif que la société des abeilles est absolument passionnante à étudier et absolument passionnante aussi lorsqu'on est un empereur à, comment dire, à publiciser, même si le mot n'existait pas comme ça, mais absolument. L'abeille, c'est une ouvrière au service de sa reine et au service aussi de sa communauté. Donc, le symbole est très fort. Donc, bien entendu, ce symbole, les Guerlain le connaissaient. Et puis, aujourd'hui, l'abeille, c'est aussi le symbole de la régénération. Et ça, tu as raison. Pour autant, à cette époque, nous n'avions pas comme inquiétude ni le changement climatique, même si la révolution industrielle de 1870 commençait à faire poindre certains problèmes de pollution atmosphérique, c'est pas adressé de cette façon. Donc, l'abeille, c'est la sentinelle de l'environnement, et ça, on le sait aujourd'hui, quand l'abeille va mal, son écosystème va mal. L'abeille, c'est la sécurité alimentaire. L'abeille, c'est la pollinisation, certes, des plantes à parfum, et ça nous arrange bien chez Guerlain, mais pas que ça. De façon beaucoup moins utilitariste, voilà, notre symbole, c'est le symbole de la pollinisation également, de l'agriculture, de nos plantes qui nous nourrissent. Et on estime, et ce n'est pas Guérin qui le déclare, que 30% aujourd'hui de notre sécurité alimentaire mondiale dépend de la pollinisation de ces précieux insectes pollinisateurs. Absolument. Alors, le point de départ a été la gamme Abeille royale et le miel des abeilles noires. Peux-tu nous rappeler le début de cette grande histoire? Le début de la grande histoire, il remonte à un criblage et un choix des meilleurs miels. Oui. Et il s'est trouvé que le miel, comme tu le sais, en cosmétique, a des propriétés cicatrisantes considérables. Et lorsque l'on a créé cette gamme Abeille royale il y a plus de 10 ans, à la recherche des miels les plus cicatrisants, eh bien, c'est le miel d'Ouessant, cette île qui se situe à 18 km des côtes bretonnes, au large du Conquet, au large de Brest, qui a été sélectionnée. Et c'est là que l'on est entré de plein pied dans le mécénat en faveur de la préservation de l'abeille, puisque le miel d'Ouessant, c'est un sourcing un peu particulier. C'est une association qui nous vend une partie seulement du miel qui est produit par les abeilles endémiques à l'île, les abeilles noires d'Ouessant, qui ne peut pas retourner sur le continent, donc qui finalement a une certaine pureté de la race, tu vois, et qui produit ce miel d'exception, notamment ici pour cette raison-là. Et voilà, donc ça nous a conduit à nous intéresser bien plus, comment dire, en détail, en profondeur, au sort de l'abeille, à tous les dangers qui pèsent sur les colonies et
progressivement, jusqu'à l'an passé, créer le Garland for Bees Conservation Programme qui encapsule 10 partenariats en faveur de l'abeille et au premier titre, le partenariat avec le Conservatoire donc de l'abeille noire d'Ouessant que je t'ai évoqué, jusqu'à l'un des derniers qui est le partenariat avec l'UNESCO qui s'appelle Women for Bees, où la raison d'être de ce partenariat, c'est de former des femmes à l'apiculture dans le monde entier, dans des réserves de biosphère de l'UNESCO. Et alors aujourd'hui, on peut dire combien de femmes ont été formées, ce qu'il en est depuis le démarrage qui était donc en fait en 2021. Oui, l'an passé. Donc tu vois, je ne vais pas te donner des indicateurs très impressionnants, mais nous avons formé 7 femmes l'an passé à l'apiculture. Le démarrage s'est fait dans les conditions sanitaires et les restrictions de voyage qu'on connaît. Donc voilà, que 7 femmes et des femmes françaises. Mais l'objectif, c'est de former déjà 50 femmes à l'apiculture et en réalité, d'ici 5 ans, mais en réalité, on sait qu'on va en former déjà beaucoup plus parce que déjà l'une des Women for Bees, on les appelle comme ça, que l'on a formé l'an passé, Aguelina, qui était la seule étrangère parce qu'elle était grecque, mais installée à l'époque à Marseille, eh bien, elle a pour but et pour vocation, c'est ce qui l'anime, de former des femmes à l'apiculture en Grèce. Donc déjà, on sait qu'au travers de 7 femmes à Aguelina, on va pouvoir en former beaucoup plus. Donc, tu vois, finalement, l'indicateur, il va être largement dépassé. Et puis, lorsqu'on a présenté le programme à notre muse, et quand je dis notre muse, la muse des parfums, du parfum Montguerlin, donc Angelina Jolie, qui était, à notre sens, l'une des femmes les plus engagées au monde en faveur des causes qui ne sont pas faciles, les causes des réfugiés, les causes des femmes, et puis pour laquelle la biodiversité est très importante aussi, prendre la parole sur ces sujets, eh bien, elle a tout de suite dit, je trouve que ça réunit vraiment des causes qui m'animent et je vais accepter, donc j'accepte de parrainer et d'être la marraine de ces Women for Bees. Et nous partons donc très bientôt former 10 femmes cambodgiennes. Donc, et ça court en mars. Quand tu parles de marraine, quel est en fait son rôle en tant que marraine ? Je peux te garantir qu'elle nous challenge. C'est formidable. Ah ouais, c'est pas un simple mot. Là, vraiment, le mot, il prend toute sa signification avec Angelina Jolie. Elle se tient informée très souvent, on lui organise des calls avec la première promotion de femmes. Elle s'est rendue sur place, alors que c'était difficile de voyager à l'époque, ça venait de se réouvrir. Donc elle est arrivée de chez elle, elle est venue à la cérémonie de diplôme. Ces femmes apicultrices, elle a passé énormément de temps avec elle. On lui organise, comme je le disais, des calls très courants avec elle. Elle a demandé à ce que l'une des femmes qui a été diplômée l'an passé, la fameuse Aguelina, la Women for Bees grecque, l'accompagne au Cambodge. Oui. Puisqu'en plus, Aguelina, de vouloir former des femmes réfugiées en Grèce, elle anime aussi ce qu'on appelle des formations autour de l'apiculture pour des jeunes publics, ce qui nous convient bien aussi chez Garland, puisqu'on a créé un programme de volontariat pour les collaborateurs qui s'appelle la Bee School. Et Aguelina va organiser une Bee School dans la fondation d'Angelina, la fondation Maddox Jolie Pitt, à Samlot, à l'ouest, au nord-ouest du Cambodge. Et toutes deux vont animer une formation à sensibilisation pour des jeunes publics du village avoisinant la fondation. Donc, tu vois, Angelina, elle aime découvrir les personnalités, elle aime sonder ce qui les anime. Et bien sûr, déjà, des femmes qui ont choisi de se reconvertir à l'apiculture, tu peux bien imaginer à quel point elles veulent donner du sens à leur vie, à leur carrière. Et puis, Aguelina, forcément, un profil très engagé aussi socialement. Oui. Former des réfugiés, des femmes réfugiées, on sait qu'il y en a beaucoup en Grèce. Donc, à ce beau métier plein de sens, et bien forcément, Angelina a souhaité l'accompagner. On en a une autre aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lorraine, qui, elle, fait de la médiation animale dans les prisons, au travers aussi de l'apiculture. Bien sûr, Angelina Jolie est très sensible. Et je pourrais toutes les citer parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour elles toutes et qu'elle pourrait te le dire mieux que moi, c'est pas à moi de le dire, mais moi, je continue à les suivre, je continue à les soutenir quand je peux. Oui, chacune est un bijou à elle, toute seule. Mais oui, et puis là, si tu veux, leur saison apicole, elle va démarrer bientôt. Jusqu'à présent, elles sont reparties donc avec une formation de qualité.
Ensuite, Guerlain leur offre 50 ruches pour démarrer leur activité. Et là, les ruches vont bientôt arriver chez elles. Donc, l'histoire s'écrit. Tout à fait. Et continue. Bah écoute, c'est formidable d'entendre qu'elle soit aussi partie prenante que ça. Mais bon, en tant qu'Américaine, quand on les connaît, elles font les choses jusqu'au bout. Donc, Exactement. tu rentres du Cambodge pour la B-School avec Angelina Jolie. Que peux-tu nous en dire et as-tu une anecdote? Alors, oui, déjà, ma chère Bettina, plus que la B-School au Cambodge, on a surtout avec Angelina Jolie la semaine passée lancé en fait l'édition cambodgienne du programme Women for Bees. C'est-à-dire Tout à fait. qu'on avait formé l'an passé, en 2021, comme j'ai déjà dit, 7 femmes françaises à l'apiculture. Cette fois-ci au Cambodge, on a officiellement lancé la nouvelle formation. Cette fois-ci, ce ne seront pas un mois intensif, mais une formation de 6 mois qui s'adresse à 12 nouvelles apprenties apicultrices sélectionnées à la fois par l'UNESCO, mais aussi par la fondation MJP, la Maddox Jolie Pete Foundation, qu'Angelina Jolie a créée pour son fils Maddox, qui est d'origine, comme tu sais, cambodgienne, il y a 18 ans, dans la région de Stamlot, qui est une région au nord-ouest du Cambodge. Donc, nous sommes allés former 6 femmes dans la réserve de biosphère du lac de Tonlé Sap qui encapsule les sites archéologiques d'Angkor. Et nous sommes aussi allés former 6 femmes choisies par la Fondation Maddox Jolie Pete sur un second site. Et puis, la particularité aussi de cette phase cambodgienne du déploiement du programme Women for Bees, c'est que pour la première fois, nous avons ouvert le programme à des hommes. Alors, pourquoi? Non, c'est une boutade parce qu'en réalité, ce n'est pas tant qu'on a proposé à des hommes de se faire former à l'apiculture, mais on a ajouté une nouvelle dimension à ce programme, c'est qu'on a proposé dans la réserve de Tonlé Sap et notamment les temples d'Angkor, de former également les guides touristiques. Donc, eux, les guides touristiques sont en majorité masculins. Pourquoi? Parce que ça rapporte aussi, et ça fait référence aussi à une volonté du gouvernement cambodgien, en fait, de former et d'informer à l'échelle nationale sur l'importance de la préservation des abeilles autochtones. Et en fait, cette occasion a donc été saisie pour pouvoir en parler à ceux qui, si tu veux, sont en interaction avec les populations, avec les touristes. Il y a des abeilles qui sont, je le disais, autochtones, indigènes au Cambodge. Il y a aussi des méthodes d'apiculture qui sont indigènes au Cambodge et notamment, je pense au rafter beekeeping, qui est de l'apiculture sur les arbres, sur les troncs. Ah, d'accord, oui. Et tout ça, si tu veux, c'est également soumis à énormément de chasse. C'est-à-dire que c'est un moyen de subsistance aussi d'aller prélever le miel auprès de ces abeilles et dans les arbres, notamment dans le temple d'Angkor Wat. C'était absolument saisissant de voir ces essaims d'abeilles ouverts à l'œil nu, puisque contrairement à une ruche, qui est une petite maison fermée, là, tu as vraiment, c'est fantastique. C'est assez troublant parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, le rafting et beekeeping en France. Donc là, ce sont des essaims d'abeilles à plusieurs mètres de hauteur. Et donc, non seulement c'est dangereux d'aller les chasser pour prélever le miel dans de telles circonstances, mais également, il faut prévenir, si tu veux, les populations qu'il y a une autre façon d'aller développer l'accès au miel, notamment par une apiculture plus respectueuse et puis avec des essaims d'abeilles domestiques. Et alors, as-tu goûté ce miel du Cambodge et justement, dis-nous, quel est son goût, quelles sont ces différences que tu as pu noter avec les miels français? Après, il y a déjà au sein des miels français une multitude, comment dire, de goûts. Tu sais, il y a même, je crois qu'il existe le concours des miels. Tout va dépendre notamment de l'essence ou des essences qui sont butinées par les abeilles. Un miel de bruyère, un miel de lavande,
un miel d'acacia, c'est complètement différent. Un miel de châtaignier, je te mets au défi d'aller goûter un miel de châtaignier. Moi, la première fois, j'ai été très étonnée de la force des goûts. Ah oui, absolument, moi j'adore. Oui, oui, je connais. Bah oui, et puis alors, il y a d'autres miels, moi, que je n'aime pas du tout. Alors que pourtant, je suis une énorme consommatrice de miel, puisque ça, je te livre une info. Bah, aucun intérêt parce qu'elle est hyper personnelle, mais je ne mange pas de sucre, tout est sucré au miel, tu vois. D'accord. Donc je peux dire que les miels, je les connais par cœur. Et alors, il se trouve que le miel qu'on a testé au Cambodge, Formation? alors dans la réserve justement de Tonlé Sap, auprès des 6 premières femmes dont on a Oui. commencé à. Il était hyper citronné, très liquide, très citronné. Ah, je l'ai trouvé extraordinaire. Il m'a un peu fait penser, je ne sais pas si tu connais le miel de Nouvelle-Zélande, Ah si, tout à fait, oui. Manuka, qui a des propriétés par ailleurs très, très, très prononcées, avérées d'un point de vue de santé. Donc, écoute, celui-ci, on ne l'a pas criblé, nous, on ne l'a pas analysé. Je peux juste te donner et te livrer une impression gustative, mon ressenti. Je l'ai trouvé très intéressant. Par ailleurs, un autre des volets de cette visite de plusieurs jours au Cambodge, c'est aussi Angelina Jolie avait énormément apprécié la présentation qu'on lui avait faite il y a 2 ans, lorsqu'on lui avait proposé d'être marraine du programme Women for Biz. Elle avait également beaucoup apprécié dans le panel de programme qui était Oui. mené par Guerlain, ce qu'on lui avait expliqué, le programme de volontariat des collaborateurs Guerlain qui s'appelle la B-School. Et elle nous avait vraiment fait la promesse qu'elle aimerait en animer un jour. Mhm. Et on a saisi l'opportunité de sa présence et de notre Oui. présence conjointe au Cambodge à la Fondation Maddox Jolie Pitt pour animer avec donc Angelina une séance de B-School auprès de ces jeunes publics qu'elle appelle ses Eco-Rangers. C'est les Eco-Rangers de la Fondation Maddox Jolie Pitt. D'accord. Alors, la moyenne d'âge était plutôt de 15 ans, je dois t'avouer. Donc, j'étais un petit peu gênée en me disant que notre programme était plutôt ciblé de 5 à 12 maximum. Mais en réalité, d'abord, on s'est adapté aussi dans le discours à la diversité des espèces d'abeilles locales. Mhm. Mais on a réalisé à quel point, de toutes les façons, il y a encore énormément de sensibilisation, d'éducation Oui. à faire autour de la vie d'une ruche, de la vie des abeilles sauvages, de la fragilité que sont Mhm. aujourd'hui, que sont les colonies d'abeilles actuellement, les menaces qui pèsent sur elles. Et ça, c'est universel. Et même à 15 ans, je t'avoue qu'il y avait encore énormément à. La gamme Abeille Royale chez Guerlain compte à peu près une vingtaine de produits. Quels sont ceux qui ont remporté peut-être plus de succès, les produits phares de cette gamme? Ah, les produits phares, écoute, il y en a un qui fonctionne très, très bien. C'est un de nos best-sellers. C'est l'huile en eau jeunesse. Mhm. Et puis, aujourd'hui, également, le sérum, le WR. Moi, je te les cite par ailleurs parce que déjà, ce sont d'excellents produits. Mais par ailleurs, effectivement, ils ont un écho en termes d'efficacité. C'est ce qu'on demande aussi, hein, n'est-ce pas, à un produit de soin. Absolument, si tu veux, acclamé par nos clientes. Peux-tu nous dire quelques mots sur la nouveauté, huile en baume jeunesse réparation intense? Ah oui, tout à fait. Alors, moi, tu sais, j'ai toujours le scope de la directrice développement durable, hein, qui Oui. par ailleurs est une cliente de Guerlain. Et donc déjà, avant toute chose, il faut savoir que cette nouvelle création, à l'huile en baume jeunesse réparation intense, il est quand même dédié, réservé aux peaux sèches et fragiles. Donc, c'est mon cas. Donc, je l'ai testé. Donc tu étais la meilleure cliente à tester. Ah oui, ah oui. Puis alors, encore plus comme tu as de la chance, tu sais, de nouveau de voyager un petit peu, puisqu'on n'a pas voyagé pendant très longtemps et que tu sais, quand tu prends l'avion ce qui est mon exercice préféré, hein, et c'est pas bien, je le reconnais. Voilà, quand ta peau, elle est soumise à de nombreuses perturbations, spontanément, la réparation, elle est avérée. Et puis alors, sous l'angle développement durable, la formule, eh bien, c'est gageur, c'est d'avoir une formule à la fois très réconfortante, très hydratante, mais non grasse, tu vois.
Ouais. Et puis surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'elle a été formulée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et puis surtout que son concentré est formulé à partir du miel de l'abeille noire d'Ouessant, bien sûr. Une fois de plus, merci à Cécile pour son enthousiasme et je vous retrouve la semaine prochaine avec un 3e épisode, toujours avec Cécile, pour des hot news en provenance de New York et je ne vous en dis pas plus. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant la suite mardi prochain, sentez-vous bien!